Résistera toujours. Vous avez pointé un problème qui existe, qui est important. C'est effectivement un problème pour les médecins qui signalent ces cas, parce qu'ils sont bien sûr là obligés de violer le secret professionnel et ils risquent d'être radiés par l'ordre des médecins. C'est déjà arrivé. Frédéric Bredin, je crois que vous avez envisagé une possibilité d'évolution dans ce domaine. Bon, c'est des sujets quand même extrêmement délicats, parce que c'est vrai que les dénonciations ou les accusations, une fois qu'elles sont portées, elles marquent aussi les gens à vie. Il y a bien sûr les enfants, et puis il y a ceux qu'on accuse. Si c'est vrai, il faut être sans pitié. Si c'est inexact, ça peut casser la vie de quelqu'un. Donc on comprend aussi cette sensibilité qu'ont les magistrats ou les policiers à respecter les droits de la défense et à faire attention dans leurs investigations. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, ceux qui ont osé briser la loi du silence sont assez rares. Et ceux qui ont eu le courage de le faire, aujourd'hui, se retrouvent dans des situations parfois très difficiles, parce qu'ils sont mis en cause par des cas où des gens ont été mis en cause par leurs enfants. Et ça débouche par exemple sur un non-lieu. Et après, ils se retournent contre le médecin traitant, par exemple, ou contre la personne qui a, entre guillemets, alerté la justice ou la police, et ils peuvent être l'objet de procédures professionnelles très dures. Est-ce qu'on peut mieux les protéger ? Il faudrait sans doute étendre la protection aujourd'hui des professionnels qui signalent des cas difficiles. Et puis des gens, je vois moi de plus en plus de procédures de dénonciation calomnieuse qui fonctionnent parce que la dénonciation calomnieuse, dès lors qu'il y a un non-lieu, la dénonciation calomnieuse est présumée. Voilà. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un problème en ce moment aussi avec les procédures du divorce ? On a le sentiment aujourd'hui que s'il y a une procédure de divorce en cours, le magistrat aura énormément de mal à croire les enfants. À croire la mère et à croire les enfants, oui. Oui, ils pensent tout immédiatement. Il y a eu quelques cas. C'est vrai qu'il y en a. On disait la crédibilité des enfants, les 3 petits à 6% enfants. de fausses allégations, disaient les médecins. 3 à 6%, oui, disait monsieur c'est Ariès ou Messi ? Oui, peu importe. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns, mais on est des adultes. On doit pouvoir vérifier très vite quand un enfant ment. Quand un enfant commence à vous raconter l'histoire qui est l'histoire de quelqu'un d'autre, on le voit très vite. Et quand on n'a pas vraiment envie de rentrer réellement dans ces affaires-là, on a toujours la possibilité de se dire « Ah, c'est encore une histoire de divorce, donc c'est une histoire donc c'est inventé par la mère, et donc on met... » Alors, je ne dis pas que c'est malhonnête, je dis qu'intérieurement, inconsciemment, on a là un prétexte tout trouvé pour rejeter l'affaire du côté obscur de la pensée et non pas dans la clarté. La justice fonctionne bien en France. Attendez, Jean-Yves Le Guenec d'abord et Georges Glatt ensuite. Effectivement, nous savons pertinemment, comme nous sommes saisis d'un dossier, qu'en cas de divorce, il peut y avoir une difficulté. La meilleure façon de faire enlever le droit de visite au papa, c'est de l'accuser de violence sexuelle. On le sait. Non, mais on lui rend. Le document tente à prouver quelque chose de différent, en tout cas. Pas forcément le contraire. Non, mais c'est un seul cas. C'est un seul cas. Non, c'est pas un seul cas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous devons, nous, policiers comme magistrats, être extrêmement prudents. Comme disait Mme Bredin tout à l'heure, c'est une accusation qui est une accusation très grave. Donc, nous prenons un maximum de précautions. Nous essayons d'être le plus vigilants possible. Et puis, de plus en plus, en ce qui concerne la parole de l'enfant, il y a le policier, certes, mais de plus en plus souvent, nous faisons appel, par l'intermédiaire d'une réquisition qui nous est demandée généralement par le magistrat, à un examen de crédibilité de la parole de l'enfant, et l'enfant est reçu totalement en dehors du service de police par un psychologue, quelqu'un qui va l'écouter à nouveau et qui va évaluer la crédibilité. Mais monsieur Le Guenec, parfois il n'est entendu que 2 ou 3 heures. Est-ce que vous avez le sentiment qu'un enfant de moins de 8 ans peut se confier en moins de 2 ou 3 heures et confier un tel traumatisme à un médecin qui ne verra qu'une fois, alors qu'on ne convoque pas, par exemple, des thérapeutes qui l'auraient vu pendant 6 mois? Non, mais c'est l'examen de crédibilité. C'est-à-dire qu'on essaye de s'appuyer sur un spécialiste autre qu'un spécialiste policier, bien évidemment, pour savoir si ce que dit l'enfant est crédible. Bon, c'est pas mathématique, hein, bien évidemment. Donc, nous allons avoir à l'appui de notre procédure, pour la décision du magistrat, parce que c'est le magistrat qui va prendre la décision, en fonction de notre procès verbal,
Et puis de cet examen de crédibilité éventuel. Et à partir de là, il prendra une décision. Martine, d'abord, Voilà, et ensuite merci. on va parler des réseaux. Je voudrais simplement souligner le fait qu'il y a une habitude qui nous paraît totalement évidente de demander une expertise de crédibilité de l'enfant. On ne la demande jamais pour la personne présumée, l'expertise de crédibilité. C'est toujours sur l'enfant qu'on Présumé demande. coupable, vous voulez dire, ou présumé innocent? Présumé, oui, mais on la demande toujours pour l'enfant, pour vérifier s'il ne ment pas, s'il ment. Cette question-là ne se pose pas pour les Il n'y adultes. a pas que l'enfant. Si, si. Je sais, oui, mais enfin, on la demande jamais de cette façon-là. Si, les adultes qui sont victimes de viol ont un examen de crédibilité le même que celui Oui, mais des je parle du côté des personnes qui sont mises en examen. Qui pourraient être responsables. Qui pourraient être Celle-là, responsables et mises en cause. Une expertise psychiatrique, mais pas une... Mais pas l'expertise de crédibilité, c'est quand même intéressant. Si vous le voulez. J'ai pas fini ce que je voulais dire, Je vous en prie. excusez-moi. Et j'écoutais ce qui se passait sur ce plateau et je me disais que ce qui importait, c'est de pouvoir se rapprocher d'une meilleure compréhension du fonctionnement pervers de ces adultes qui utilisent sexuellement les enfants dans ces réseaux de pédophilie ou ces réseaux sectaires. C'est-à-dire que ce n'est pas... Bien sûr, on a besoin d'apprendre à mieux connaître ces victimes pour pouvoir mieux les protéger, mais je crois qu'on manque véritablement de connaissances du fonctionnement quasi hypnotique de ces personnes qui exercent sur les différents intervenants, juges d'instruction, une emprise tellement forte qu'on se dit mais oui c'est vrai, c'est l'enfant qui ment. Écoutez, justement, ça tombe très bien parce qu'on va aborder la dernière partie de ce débat, qui est une question essentielle après le document qu'on vient de voir. On a entendu parler d'organisation sectaire, on a entendu parler dans le document de trafic, d'assassinat d'enfants, et d'enfants notamment venus de l'étranger, mais pas seulement. Est-ce que cela veut dire, là je me tourne vers vous Georges Clatz, qu'il y a en France des réseaux organisés de pédophilie? J'en suis totalement convaincu, et d'autres également. Bien qu'on essaie de faire croire qu'il n'y a pas de réseau. On entendait encore récemment des magistrats dire qu'il n'y avait pas de réseau. Je crois que... oui, des policiers aussi. Je crois que pour comprendre le phénomène de la pédophilie, il faut distinguer les trois secteurs. Il y a premier secteur, c'est la pédophilie classique, l'abus sexuel intrafamilial. Ensuite, on ne s'attarde pas, ça touche pas au réseau. Il y a aussi ces pédophiles qui s'attaquent à la sortie d'un enfant à l'école. Ça se termine souvent tragiquement par la mort de l'enfant. On ne veut pas laisser un témoin gênant. Ça touche pas encore au réseau. Troisième forme de pédophilie, la pédophilie dite institutionnelle. Parce que bien évidemment, j'entends ceux qui aiment s'approprier des enfants, le corps de l'enfant, vont chercher des professions qui les mettront en contact plus facilement avec des enfants. Alors on va, c'est les chefs de scouts, éventuellement les prêtres, des policiers aussi, des magistrats, c'est pas moi qui le dis, c'est un procureur, on reviendra là-dessus, des éducateurs, des assistants sociaux, etc. Parce que c'est la technique du cheval de Troie. Quand un pédophile arrive à s'insinuer dans une institution, souvent à une tête de pont, il fait venir d'autres pédophiles. Puis évidemment, si on veut travailler tranquillement, en toute sécurité, pour être sûr d'être pas repéré, on va, si possible, dans une institution pour handicapés mentaux. Alors là, on n'aura pas de problème et on pourra effectivement exploiter les enfants. Mais vous nous confirmez ça, c'est pas encore les qu'il y a réseaux. bien des réseaux Oui, en France. oui, je vais vous apporter quelques éléments. Je crois qu'il faut envisager à ce moment-là, quand on parle de réseau, sous l'angle économique. Parce que c'est un marché lucratif. Les cassettes de Snuff Movies se vendent entre 10 et 20 000 francs suisses. Qu'est-ce que vous voulez dire par Snuff Les Movies? cassettes avec mort d'enfants réels. Alors, j'entends, on en reviendra. Oui, ces cassettes existent. Il y a déjà quelques années en Belgique, on en a découvert, mais on en parle effectivement assez peu dans les médias. Mais elles existent. Du reste, Madame Gina Bernard, qui m'avait fait parvenir ce CD-ROM avec plusieurs photos d'enfants... Oui, ça fera l'occasion d'une enquête supplémentaire. Et qui est décédée, m'avait dit qu'elle avait aussi un CD-ROM à nous faire parvenir pour le faire sortir à la justice, mais malheureusement elle est décédée dans des circonstances assez mystérieuses et je n'ai jamais pu produire cette cassette à la justice.